Oh, regardez! C'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Et ce mois-ci, l'émission, vous l'avez entendu, aura pour thème les bruits de l'océan. Alors aujourd'hui, notre invitée du mois, c'est Delphine Mathias. Et comme je la connais bien, je me permets, je la tutoie. Allez, Delphine, bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous. Alors Delphine, tu es acousticienne, chercheuse, consultante ingénieure R&D spécialisée en acoustique sous-marine, en traitement du signal et propagation acoustique. Et tu apportes une expertise spécifique dans l'écologie des mammifères marins. Et pour cause, puisqu'on s'est rencontrés au Scripps, où tu as fait ta thèse, à San Diego, et où tu partais grandement, vaillamment, taguer des cachalots en Alaska, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ça. J'ai fait ma thèse à San Diego, où il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, où j'étudiais les cachalots et leur comportement à proximité des bateaux de pêche. Magnifique travail. Et donc maintenant, tu es revenu sur Brest, où tu es responsable au sein de la Société d'observation multimodale de l'environnement SOM, de l'instrumentation et des activités de terrain, et tu prends part au traitement de toutes les données collectées relatives au milieu marin. Voilà, la parenthèse scientifique des bruits de l'océan avec Delphine Mathias, c'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science? Alors Delphine, avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors comment tu t'es retrouvée à écouter ces sons dans l'eau? Alors, je suis née près de la mer, hein, donc voilà, je me suis toujours intéressée à ce milieu et puis aux animaux qui vivaient dedans. Et puis au fil des études, je me suis aussi intéressée aux mathématiques et à la physique. Et donc, j'ai fait une école d'ingénieur en océanographie à Brest. Ouais. Et donc, il y avait aussi des cours de traitement du signal et d'acoustique sous-marine. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, hein, que j'ai commencé à m'intéresser aux sons qui étaient émis, donc tout d'abord par les cétacés. Et puis, comme tu l'as mentionné, Delphine, je suis allée à San Diego, d'abord pour un stage, puis pour une thèse sur cette thématique. Donc, où je me suis focalisée sur l'étude des sons qui étaient émis par les cétacés. Donc, par les cachalots pendant ma thèse, et puis j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur d'autres espèces de baleines. Et puis quand je suis rentrée en France, là, je me suis intéressée sur les effets des bruits émis par les activités humaines, mais sur la faune marine dans sa globalité. Donc, avec un petit peu moins un focus sur les cétacés, mais avec un intérêt aussi sur d'autres compartiments, comme l'écologie benthique. Merci. Et pardon Delphine, on a entendu en début d'émission des sons très particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc les sons sur lesquels vous travaillez, vous les avez mentionnés, mais justement, quelle est la part d'origine humaine dans cette pollution acoustique? Alors, donc, ce qu'on appelle un paysage acoustique sous-marin, c'est composé, donc on a trois composantes principales. Ce qu'on va appeler la géophonie, donc ça va être tous les sons qui vont être émis par le milieu naturel, donc tout ce qui est bruit de vent, de glace, de vagues. Ensuite, on va avoir la biophonie, donc ça va être tous les sons qui vont être émis par la faune marine. Donc, les plus connus, les cétacés, les baleines, mais également les poissons et tous les animaux qui vivent sur le fond, donc, comme les crabes, les crevettes, les oursins, les langoustes et les homards. Et puis enfin, on va avoir la troisième composante qui est l'anthropophonie. Et donc ça va être tous les sons qui vont être générés par les activités humaines. Donc les bruits de navires étant les plus connus, mais également tous les bruits d'aménagement portuaire, de travaux en mer, de construction, de sites d'énergie marine renouvelable. Donc les bruits qui sont émis par les activités humaines, ça va dépendre des sites, hein, mais il y a des environnements, comme la plupart des environnements côtiers en France, en fait, où on a du bruit anthropique tout le temps. Et Plus la justement, journée.
Ouais, pardon, excusez-moi, mais comment vous mesurez en fait ces sons sous l'eau? Quels instruments on va utiliser? Quelle méthodologie on applique? C'est un peu Alors, spécial. on utilise ce qu'on appelle des enregistreurs acoustiques qui sont équipés d'un capteur qui s'appelle un hydrophone. Un hydrophone, c'est un micro qui fonctionne sous l'eau et qui va être capable de mesurer la pression acoustique. Et donc, c'est cette pression acoustique, hein, c'est avec cette pression acoustique en fait qu'on mesure les sons sous-marins. Et donc ça, on va les déployer eh bien, soit au fond de l'eau pendant quelques jours, une semaine ou un mois en fonction du site et de l'application, où on va faire des mesures directement depuis un petit bateau où on éteint le moteur et puis on enregistre une source d'intérêt. Par exemple, si on veut écouter du bruit de travaux d'installation d'éoliennes ou le bruit qu'un bateau fait quand il passe devant le capteur. D'accord, donc vous passez. Alors, les infrastructures majeures qui font ces sons, ça va être quoi? Ça va être du coup les parcs éoliens, les gros bateaux qui Alors, nous, passent? en milieu côtier, ça va être le trafic maritime et tout ce qui est aménagement portuaire et maintenant les projets d'énergie marine renouvelable, les constructions d'énergie marine renouvelable. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France, hein. La construction de ces Des parcs éoliens parcs éoliens, ont ouais, dont on commencé parle beaucoup il y a d'ailleurs. moins de 5 ans. Mm. Et puis, on a aussi tout ce qui est sonar. Donc, sonar, donc c'est associé au bateau, hein, bien sûr, mais sonar des bateaux, sonar des sous-marins. Et donc, ça, c'est les premiers types de sons humains dont les effets et les impacts ont été étudiés sur les cétacés en particulier. Donc, tout va dépendre en fait de où on se situe par rapport à la côte. Euh, Et ça se mesure en décibels, Delphine? oui, ça se mesure. Ça se mesure en décibels, donc c'est une échelle logarithmique. Et à chaque fois qu'on rajoute 3 décibels, en fait, on double l'intensité acoustique. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est important de le mentionner parce que c'est pour ça que j'aime pas trop donner des chiffres en décibels de niveau sonore parce que quand on n'est pas habitué en fait à les mesurer, on a du mal à se faire une bonne idée de ce que ça représente. Et la référence en décibels entre les sons sous-marins et les sons aériens n'est pas la même non plus. Donc, on ne peut pas comparer directement une mesure de bruit réalisée à l'air et une mesure réalisée sous l'eau. Hmm. Alors moi, j'avais une petite question qui concerne la physique. Donc, on sait que les sons se propagent 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Et jusqu'à quelle profondeur vous pouvez mesurer et les bruits peuvent-ils se faire entendre sous l'eau? Alors là, ça va. Donc, il y a deux choses qui vont influencer en fait la profondeur jusqu'à laquelle on va entendre les sons. La première, ça va être la source de bruit en surface. Mais bon, on va prendre un bruit de bateau, par exemple, un bruit de gros bateau d'une centaine de mètres. On va être capable de l'entendre en fait jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ensuite, la distance exacte va varier des conditions de propagation du son sous l'eau, donc de la température, de la salinité. Euh, et puis ça va aussi dépendre en fait de notre instrumentation en fait, de la distance de la profondeur à laquelle on est capable de les immerger. Mais Donc, oui, on a des sons qui se propagent très profond dans l'eau, mais surtout qui voyagent sur de très grandes distances, parce qu'au-delà de la profondeur, en fait, les sons sont capables en fait de voyager en fait sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres en fait pour les sons qui sont très basse fréquence. Ah oui, mais comme quel type de son, par exemple, Delphine, peuvent se propager aussi loin? Alors, donc les sons basse fréquence se propagent mieux que les sons très haute fréquence. Et donc, dans les sons basse fréquence, on va avoir tout ce qui est bruit du trafic maritime et également les bruits des grandes baleines. Donc, il y a des expériences qui ont été faites avec des bruits de baleines bleues en Antarctique qui ont été entendus à plusieurs dizaines, voire presque 100 kilomètres. et si je comprends bien, donc il y a une différence de propagation qui va dépendre à la fois de la température, mais de la composition chimique, physico-chimique de l'eau. Est-ce qu'on note qu'il y a Oui. comme des paliers un petit peu qui font qu'il y a des couches dans lesquelles le son se Oui. propage bien et d'autres où ça se propage un peu différemment?
Oui, on a exactement, on a ce qu'on appelle des chenaux de propagation, pardon. Donc en fonction en fait ce qu'on appelle le profil de célérité, avec des profondeurs auxquelles le son va mieux se propager. Et donc c'est ce qui était utilisé par les militaires il y a plusieurs dizaines d'années déjà, où en plaçant en fait les sous-marins à ces profondeurs, ils étaient capables en fait d'entendre les autres sous-marins à de très grandes distances. Et donc, ce qui veut aussi dire qu'il y a des endroits qui sont propices, entre guillemets, pour se cacher aussi quand on est un sous-marin qui ne veut pas se faire détecter. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces chenaux de propagation sont utilisés par certaines espèces. Donc, je vais revenir au cachalot. Au cachalot, ce qu'on avait découvert quand je travaillais à San Diego, c'est qu'en Alaska, les cachalots, leur profondeur d'immersion préférée, c'était 400 mètres. Et ça correspondait à la profondeur à laquelle le son se propageait le mieux. Donc, si on a un cachalot et qu'on veut entendre des congénères ou entendre un bateau de pêche, on se place à 400 mètres et c'est là qu'on l'entend le mieux. C'est incroyable. D'accord. Et du coup, donc on parle de la composition chimique du monde sous-marin et de la température. Donc là, on est quand même dans un système de réchauffement climatique qui va influencer notamment la température de l'eau. Bon, on pourrait pas aussi parler de la pollution qui va impacter la chimie de l'océan. Est-ce qu'on observe justement cette évolution avec le réchauffement climatique du paysage sonore du monde sous-marin? Alors, c'est une très bonne question. La propagation, donc bien sûr, va dépendre de la température de l'eau. On n'a pas encore de retours d'expérience ou d'études consolidées à ce sujet, sur comment ça va influencer les espèces. Mais en mon sens, c'est pas l'augmentation de la température de l'eau et les différences de propagation du son, parce qu'elles vont quand même être fines en fait, ces différences de propagation du son, avec une augmentation de quelques degrés de température. Par contre, si on se place dans des environnements polaires, là, la différence de présence de glace ou non présence de glace, c'est surtout là que ça va se jouer en fait, en termes de différence sur le paysage acoustique. Le fait qu'il y ait des éléments Et solides aussi, ou non, quoi. voilà, exactement. Et puis des espèces en fait dont le paysage acoustique va changer de façon très sensible. Et ce réchauffement climatique et cette fonte des glaces va permettre aussi aux bateaux de circuler. Donc, je pense en particulier au passage du nord-ouest. Donc, le réchauffement climatique, au-delà en fait d'augmenter la température de l'eau, il fait disparaître la glace à certains endroits et donc il permet le passage de navires à des endroits où il y en avait encore très peu jusqu'à présent. Ouais, et donc une perturbation évidemment de l'écosystème. Ouais. Delphine, merci. Alors, on parle là un petit peu de pollution acoustique, mais de son, de propagation de son. Et comment le son est-il perçu par les différentes espèces marines? On s'est posé cette question parce que Damien, lorsqu'on a préparé l'émission, nous a parlé d'un exemple assez rigolo. Oui, alors ça remonte à une quinzaine d'années. J'étais en stage à la station marine d'Arcachon, donc au CNRS. Et il y a un chercheur qui étudiait du coup les effets de l'environnement, les facteurs environnementaux sur le battement du cœur de l'huître. Et en fait, il s'est aperçu que, en suivant ça au cours du temps, sur plusieurs mois, que le plus fort impact sur le battement du cœur en termes de stress, c'était au niveau du feu d'artifice du 14 juillet, donc, qui avait provoqué soit des vibrations, soit donc directement du son sur les huîtres et les avait stressées. Oui, c'est ça. Donc, alors, une des questions du début de l'émission là sur comment est-ce qu'on enregistre les sons sous-marins. Donc, la façon la plus classique, c'est d'enregistrer effectivement avec un hydrophone qui va mesurer en fait des variations de pression acoustique. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser dans la colonne d'eau. Mais il y a également une partie vibration. Donc ça va être les sons en fait. Le son se propage dans l'eau et puis il y a une composante aussi qui se propage sur le fond. Et si on imagine en fait même du bruit de bateau, en fait, du bruit de bateau qui est émis en surface se propage dans la colonne d'eau et ensuite va se propager au fond et va créer des vibrations. Tout ce qui est aussi travaux côtiers ou sources de bruit côtières, en fait, ça va générer des vibrations sur le fond. Et les espèces qui vivent sur le fond semblent plus sensibles. Pour l'instant, les connaissances qu'on a, c'est qu'elles sont sensibles aux sons basse fréquence et aux vibrations. Donc c'est le cas des huîtres, c'est le cas des coquilles Saint-Jacques, des langoustes et des homards.
Voilà. Donc ça, ces espèces-là sont très sensibles au son basse fréquence. Et ensuite, si on prend les dauphins ou les cétacés dans leur globalité, ils vont être particulièrement sensibles aux sons qu'on appelle les sons moyenne fréquence. Donc ça, c'est les sons que nous, on va être capable d'entendre. Et puis ensuite, on a une autre partie des cétacés qu'on appelle les cétacés haute fréquence, comme les marsouins, qui sont sensibles au son très haute fréquence. Et puis les baleines, les grandes baleines, qui vont être plutôt sensibles au son basse fréquence, qu'on n'est pas capable non plus d'entendre à l'oreille. On est capable de les capter avec les hydrophones et de les visualiser, mais pas forcément de les entendre. Donc, ils ont une gamme de... la faune marine a une gamme d'audition qui est beaucoup plus variée que la nôtre. Que nous, finalement. Merci beaucoup, Delphine. Et donc, là, une question, évidemment, à laquelle on pense quand on se dit bruit, son, pollution sonore, même si j'imagine que c'est compliqué de répondre pour toutes les espèces, mais dans la globalité, quelles sont les conséquences, en fait, de ces sons, de cette pollution sonore, notamment anthropique, sur les écosystèmes marins? Alors, le compartiment qui a été le plus étudié, c'est le compartiment des cétacés et des baleines, avec en particulier, maintenant ça remonte à 20-30 ans, hein, les premières études sur des échouages massifs de baleines à bec qui ont été reliés à des exercices de sonar militaire. Donc en fait, hein, ça a vraiment commencé comme ça, en fait, l'étude, en fait, de l'impact du son sur les espèces marines. Ça a été étudié à partir de là. Donc on s'est rendu compte que les cétacés, en fait, étaient sensibles, et donc il y avait des seuils en décibels à ne pas dépasser si on ne veut pas, en fait, causer des dommages sur leur système d'audition, parce que si on cause des dommages, en fait, sur leur système auditif, ces espèces vont être désorientées, euh, et donc faire des variations aussi de plongée, en fait, qui vont faire elles vont plus pouvoir s'orienter, et donc ça peut engendrer une mort. Donc ça va être pour la partie pour les cétacés. Alors ça va être les impacts les plus graves. On a aussi du dérangement comportemental, avec des espèces qui vont fuir, en fait, l'arrivée de bateaux. On a des espèces qui vocalisent plus fort, ou qui changent leur fréquence de vocalisation. Ah, c'est marrant, ça. Pour ne S'adapter, pas pouvoir continuer à communiquer, en fait, hein, parce que si on a un bateau qui passe, en fait, la distance, en fait, de communication va diminuer. C'est ce qu'on appelle le masquage, et on peut s'imaginer ça très facilement, hein. Si on est dans un bar, en fait, plus il y a de monde, plus il y a de bruit, et plus on est obligé de parler fort. Donc c'est pareil, hein, pour les animaux marins. Et donc, on a ces espèces donc, qui peuvent vocaliser plus fort, qui peuvent changer leur fréquence. Donc ça, c'est pour les cétacés. Et la partie poissons et invertébrés marins commence à être étudiée. Alors, les poissons ont été étudiés, et les invertébrés marins, ça date de 5 à 10 ans. Les premières connaissances, en fait, sur les fréquences auxquelles et les types de sons auxquels sont sensibles ces espèces. Et on a des effets qui sont intéressants, avec des modifications du taux de métamorphose ou de fixation larvaire pour les invertébrés en particulier. Et pas mal d'études qui sont faites en ce moment en France sur la coquille Saint-Jacques, dans le cadre des projets énergie marine renouvelable, parce que plusieurs de ces projets-là, en fait, sont à proximité de gisements de coquilles Saint-Jacques. Donc il y a une inquiétude, en fait, sur les effets de ces bruits sur les espèces à intérêt commercial. Donc la coquille Saint-Jacques, la praire, le bulot, toutes ces espèces, donc qui sont sensibles au son basse fréquence et aux vibrations sur le fond. Mais ça, Delphine, on en parle beaucoup, et donc vous avez des résultats sur ce sujet, notamment? Oui, on a des résultats donc sur la coquille Saint-Jacques, donc avec l'équipe de Laurent Chauveau, qui est directeur de chercheurs au CNRS. Il y a eu donc plusieurs années d'expérimentation en bac à l'écloserie du Tinduf, où nous avons émis des sons de forage et de battage de pieux à différents niveaux sonores. Donc, d'une part, on n'a pas observé de mortalité sur des adultes, D'accord. quel que soit
le type de son et le niveau sonore émis. Par contre, on observe des variations de comportement et des réactions. Donc, on observe des sauts, des coquilles Saint-Jacques en fait qui sautent plus, qui réagissent quand il y a du son, et on observe aussi bien des taux de fixation qui sont modifiés en fonction des types de sons, des réactions qui sont différentes entre les bruits de type continu comme le forage ou le bruit de bateau et les sons impulsifs comme le battage de pieux. Et on observe des métamorphoses qui vont arriver plus vite, c'est-à-dire des larves qui vont se fixer plus vite en présence d'un son. Et Mais justement, pour arriver à conclure sur un impact positif ou négatif, voilà, on n'y est pas encore. Compliqué, ouais, ça demande encore plus d'études. et justement, à la suite de ces découvertes et recherches que vous menez entre le lien entre la pollution sonore et l'impact négatif sur les écosystèmes, est-ce qu'il y a des solutions ou des innovations récentes pour prévenir ces effets, justement changement de route des bateaux, par exemple, ou le choix de statuer ou pas sur l'installation d'un parc éolien? Où est-ce qu'on est sur les décisions? Oui, alors pour la partie bateau, pas encore en France. Par contre, ça a été fait au Canada et aux États-Unis avec de la réduction de vitesse de bateau, en fait, parce que la réduction de la vitesse fait que le bruit diminue considérablement. En France, il n'y a pas encore de réglementation dans aucune zone en fait, à ce sujet-là. Par contre, il y a de nombreuses entreprises qui proposent maintenant des développements de moteurs hybrides. On voit aussi pas mal d'innovations pour utiliser un petit peu plus la voile que le moteur, y compris dans les recherches en océanographie. Ensuite, au niveau des installations de parcs éoliens, donc les projets de parcs éoliens, dans le cadre des projets de parcs éoliens, on doit faire une étude d'impact réglementaire où on étudie tous les impacts en fait que le projet en fait va avoir sur l'environnement. Et donc il y a le compartiment bruit sous-marin. Et quand on identifie un impact, on doit proposer une mesure d'évitement ou de réduction de cet impact. Et donc là, il y a des solutions qui existent, comme mettre des rideaux de bulles si on fait du battage de pieux pour diminuer le son produit par les travaux. Ou alors, on va favoriser certaines périodes. Donc, éviter des périodes, par exemple, de reproduction de phoques pour faire les travaux les plus bruyants, ou proposer de faire ça à marée basse parce que le son se propage moins bien quand il y a moins d'eau. Voilà. Donc, il y a des solutions qui sont mises en place et qui sont gérées au niveau de l'étude d'impact et des autorisations en fait, pour effectuer les travaux. D'accord. Bon, alors, nous, on aime beaucoup cette idée que, il y a des travaux qui sont faits, il faut trouver des solutions, mais après, comment on en parle ensuite à la population? Et alors, associer science et art pour en parler en prenant une dimension un peu plus sensible et émotionnelle que purement scientifique, ça devient indispensable pour en parler autour de soi. Et en faisant quelques recherches sur votre travail, on voit que vous avez participé au projet Sonar qui mêle les scientifiques bioacousticiens et les musiciens pour donner une nouvelle dimension à ces découvertes sonores. Et on a entendu qu'il y a une nouvelle harpe qui est basée sur l'anatomie de la langouste qui avait vu le jour. Est-ce que vous voulez nous en dire plus là-dessus? Oui, donc alors le projet Sonar, c'est un projet en collaboration avec le laboratoire Vibest, donc le laboratoire de Laurent Chauveau à Brest, et la Carène, qui est la salle des musiques actuelles à Brest. Et c'est un projet qui a été initié il y a maintenant, je dirais, 5 ans. Donc effectivement, avec plusieurs résidences d'artistes. Et c'est vraiment une collaboration au long terme. C'est pas ce qu'on appelle un peu un one-shot. C'est vraiment des artistes qui accompagnent les scientifiques sur le terrain. Donc ça c'est très intéressant et très enrichissant. Et donc effectivement la harpe, c'est le projet de Vincent Malassi. Je crois que c'était en 2020 peut-être, quelque chose comme ça. Et oui, il a créé cet objet qui a la couleur alors il me semble que c'est pas la langouste c'est peut-être le homard bleu. À la couleur du voilà. Nous on avait langouste dans nos informations, mais d'accord, le homard bleu, c'est bien.
Le homard bleu. Et voilà, c'est parce que donc il y a eu en fait des échanges entre Vincent et Yoann Jezekel, qui a fait sa thèse à Brest sur le homard et aussi sur la langouste d'ailleurs. Et donc voilà, ils ont pas mal échangé en fait sur les sons qui sont produits par ces deux espèces. Et Vincent Malassis s'en est inspiré pour créer une harpe et inclure ça dans une de ses représentations et expositions. Donc oui, je suis d'accord. Cette démarche en fait d'échanger entre artistes et scientifiques est très intéressante et l'acoustique sous-marine s'y prête très bien parce que c'est plus facile en fait de faire écouter des sons que de parler pendant des heures. Et puis ça permet au public aussi de se faire une meilleure idée de ce qu'on entend sous l'eau et de ce que les espèces marines entendent aussi sous l'eau, parce qu'il y a quand même une assez grande différence entre ce qu'on perçoit en aérien et ce qu'on perçoit sous l'eau. Merci beaucoup, Delphine. Mais par rapport à ça, justement, là, tu viens de parler des études que vous avez réalisées, des choses qui sont quand même d'importance pour les activités économiques qui mêlent de nombreux acteurs, des pêcheurs, vous, des chercheurs, enfin voilà, des citoyens aussi, qui se posent pas mal de questions. Et comment vous faites? Il y a, par exemple, nous, on est une fondation, donc on travaille dans le monde des fondations. On sait qu'il y a la Fondation de la mer, par exemple, le Fonds de dotation Pure Océan. Il y a pas mal de fondations qui travaillent avec plusieurs acteurs justement pour échanger, sensibiliser d'une autre façon. C'est un petit peu comme Arts et Sciences. Est-ce que vous travaillez avec des fondations ou c'est pas trop pour l'instant en tout cas Non, pas pour l'instant. C'est vrai qu'on travaille principalement en fait, on communique principalement au grand public à travers la presse, des émissions comme comme la vôtre. Merci beaucoup d'ailleurs. Mais non, pas encore via des fondations. C'est vrai que moi jusqu'à ton contact, je savais pas en fait, je savais même pas en fait que ce type de fondation et d'association existait. On va très bien alors. Appel alors pour travailler Ouais. avec Delphine sur Mais ces c'est vrai sujets. qu'en tant que scientifique, en fait, on a très peu de temps en fait pour cette partie-là. Oui. Alors on essaie d'y concentrer en fait de plus en plus de temps, mais c'est vrai qu'on répond aux sollicitations, mais on n'est pas forcément non plus acteur ou moteur de rechercher en fait des nouvelles façons de communiquer. Et merci beaucoup Delphine. Et je ne sais pas trop si on peut le faire, mais est-ce qu'on peut réentendre le son qu'on a entendu tout à l'heure pour terminer, pour que Delphine nous dise de quoi il s'agit? Delphine n'entend pas, on a un petit problème technique. Nous, on entend bien le son, mais on va pas te le refaire, ça fait quelque chose comme donc ça. ça va être... Je pense que c'est le sifflement de glace. Donc ça, c'est un enregistrement qui a été fait en Antarctique. D'accord. Et ça, c'est le sifflement de la glace? Ouais, c'est le sifflement de la glace. En fait, faut imaginer un iceberg en fait qui oscille avec les vagues, et donc ça fait ça produit des sifflements. Voilà. Donc la glace en fait produit une variété de sons. Mais moi, je croyais que c'était une baleine ou un orque ou quelque chose comme ça. Dingue. Non. Il y a des phoques barbus qui peuvent faire des sifflements de ce type-là aussi. C'est fou. Et des phoques de Weddell. Magique. Tu nous fais voyager, Delphine. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a une dernière question. Non, c'est vraiment super. Hein. C'est très clair. Non plus. Elle n'a pas de dernière question. Merci beaucoup, en tout cas, Delphine, d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai plaisir de te retrouver et de nous avoir fait rêver. Ça y est, moi, je suis partie là en Alaska avec le sifflement de la glace, tout ça. Et puis, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023 avec le travail et puis tout le reste aussi. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle conférence. À bientôt. Et puis nous, on repart, une petite pause musicale. Et puis pour rester en hommage à Delphine, dans ce monde du Grand Bleu, on part sur la musique d'Éric Serra, Homo Delphinus.
Homo delphinus. Merci Eric Serra pour ce beau voyage et merci surtout Delphine à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on passe aux actus scientifiques. Alors aujourd'hui, beaucoup de petites nouvelles scientifiques par Manon, Damien et Mathilde. Et puis aussi, on vous parlera un petit peu de la COP15, donc des accords qui ont été trouvés. Et puis, on vous parlera également des nouveautés sur la réglementation REACH. Allez, on y va, c'est parti. Et en vrac, ce qui change en 2023, Damien ? Alors pour commencer, afin de limiter les microbilles de plastique industriels dans la nature, les sites de production devront mettre en place différentes techniques comme des grilles de filtration ou encore des processus de captation afin d'éviter la pollution du milieu naturel. Bon, on peut se poser quand même la question de l'efficacité de ces grilles parce qu'on a des microplastiques mais également des nanoplastiques. Oui, alors une bonne nouvelle aussi, et enfin, c'est la fin du broyage des poussins mâles qui concernait 50 millions de poussins chaque année. Désormais, les œufs seront triés très en amont en fonction du futur sexe du poussin qu'ils contiennent. Enfin. Quelle horreur. Et ensuite, les cantines de l'État, des universités publiques, mais aussi des entreprises publiques devront obligatoirement proposer quotidiennement un repas végétarien au menu. Et dans un autre contexte, les publicités n'ont à présent plus le droit de dire que leur produit ou service est neutre en carbone si elles ne peuvent pas sortir un bilan complet, accessible et récent de l'impact carbone réel de celui-ci. Donc stop au greenwashing. Ça, c'est une bonne nouvelle et c'était bien nécessaire. Allez, on passe à la réglementation REACH avec Damien. Alors REACH, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça vous parle peut-être pas, mais c'est le principal règlement européen sur les produits chimiques qui vise à renforcer le contrôle de l'utilisation des substances chimiques dans l'Union européenne. Donc REACH, en fait, c'est un acronyme qui veut dire enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Ce règlement, donc, il a été créé en 2006, appliqué en 2007 et il devait être révisé en 2022. Mais malheureusement, ça ne sera finalement pas avant 2023, alors même que la Commission européenne, dans le cadre du Green Deal, estimait que c'était nécessaire pour des raisons à la fois de protection de la santé, mais également de la protection de l'environnement. En France, dans une tribune au Monde, 200 médecins et chercheurs en toxicologie ont même appelé la France à agir pour que la réforme de la réglementation REACH ait lieu. En vain, traduisant encore une nouvelle fois la pression des lobbies industriels. Par exemple, dans ce texte, la Commission comptait réformer REACH en passant par une approche par famille de produits au sein de laquelle le membre le plus toxique définirait des restrictions légales pour toute la famille. Ce changement d'approche serait compté dans la gestion de familles de substances comme les PFAS, qui sont des perfluorés, donc des polluants émergents, qui comprend plus de 4000 composés chimiques. Alors REACH est directement lié à une autre réglementation plus visible de la réglementation européenne des produits chimiques, qui est le règlement CLP, qui veut dire classification, étiquetage et emballage. Donc c'est la partie la plus visible de la réglementation parce que en fait, ça s'applique directement sur les produits et c'est les petites étiquettes qu'on voit sur nos produits ménagers, par exemple. Donc la Commission européenne, visant entre autres à mettre à jour le règlement de l'Union européenne pour la classification de l'étiquetage et l'emballage chimique, donc le règlement CLP, a récemment proposé de mettre à jour ce règlement pour ajouter une alerte concernant les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est une avancée positive. Cette révision est un pas en avant significative vers une meilleure protection des personnes et de l'environnement contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Mais c'est qu'une première étape et il reste encore pas mal d'étapes administratives à valider au niveau de la Commission européenne. Et j'en ai fini avec la réglementation REACH. Merci beaucoup Damien. Et puisque c'est d'actualité, en ce moment on parle également canon à neige. Et oui, on ne vous l'avait pas annoncé faute de vacances d'été, mais le lundi 27 juin 2022, la présidente du conseil départemental de la Drôme, Marie-Pierre Mouton, a décidé d'arrêter les canons à neige et donc la neige de culture en Drôme. Une décision importante face aux difficultés de gestion de la ressource en eau et particulièrement difficile sur les terres calcaires du Vercors. C'est donc faire le choix de l'adaptation et de la résilience et accepter de trouver d'autres façons d'attirer les touristes dans la montagne, en hiver comme en été. Les aménagements vont être développés pour mieux stocker l'eau sur les 7 domaines skiables de la Drôme, ce qui implique un reboisement des domaines skiables. Les forêts ont un rôle de coupement et d'ombrage et ralentissent la fonte de la neige. Bon. On espère que de telles mesures fassent écho dans la région, à l'inverse des 100 millions d'euros alloués par la région Aura pour créer des bassins de retenue autour des stations, comme vous le savez peut-être à Clusaz, qui sont des menaces directes pour la biodiversité et la ressource en eau.
Merci Manon, donc une bonne nouvelle pour nous ici en Drôme. Alors, retour sur la COP15, rapidement. La COP15, c'est la 15e conférence des parties, Conference of the Parties, à la Convention sur la biodiversité biologique, et elle s'est tenue à Montréal du 7 au 19 décembre 2022 sous la présidence chinoise. Alors cette conférence COP biodiversité a réuni 196 pays et un accord a été trouvé sur le cadre mondial de la préservation de la biodiversité qui a été adopté en plénière le 19 décembre. Alors ce nouveau cadre mondial se décline en 4 grands objectifs et 23 cibles d'action. Alors ce cadre est ambitieux. Évidemment, au sein de ce cadre, certaines ambitions qui étaient là précédemment en 2021 ont été réduites. Sur certains sujets importants, notamment comme la suppression des subventions néfastes ou la réduction des impacts du secteur privé. Mais finalement, ce cadre a aussi permis d'augmenter les réglementations sur d'autres points, comme par exemple la prise en compte de l'intégrité écologique et de la restauration. Alors, les 4 objectifs, vous pourrez les retrouver en ligne. Simplement, quelques chiffres, parce que cette convention est chiffrée, mais pas tant que ça. Et on va voir ici qu'on va demander une réduction de moitié des pesticides et des excès de nitrates. Ça, c'est la cible 7, qui parle des risques de pollution et des impacts négatifs des pollutions sur les écosystèmes. 30% de restauration des écosystèmes terrestres et maritimes, qui sont dégradés d'ici à 2030. Donc ça, en France, on est déjà sur cette voie. La protection de 30% d'air terrestre et 30% d'air marine. La réduction également est demandée de 50% de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. L'arrêt de l'extinction des espèces protégées dues aux activités anthropiques d'ici 2050. On verra comment cette résolution est suivie. Et la préservation des écosystèmes les plus importants sur l'ensemble de la planète à travers la planification spatiale. Tiens donc, il fallait bien qu'elle intervienne quelque part, celle-ci. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les cibles de la COP15 en ligne et je vous invite à aller les regarder et les étudier. Allez, en tout cas maintenant, on passe à l'anecdote de Manon, celle que vous attendez tous. Et oui, tenez-vous bien car ça envoie du lourd aujourd'hui. Connaissez-vous le Dust Bowl, le fameux épisode des tempêtes de poussière qui a frappé les États-Unis dans les années 30 ? Celui-ci n'est pas sans conséquence sur notre rapport aujourd'hui à ce qu'on appelle les pratiques agricoles dites innovantes et respectueuses de l'environnement. Laissez-moi revenir sur cette période et en tirer quelques conclusions. Alors, les Grandes Plaines se trouvent en plein centre des États-Unis. Elles sont bordées par les montagnes rocheuses et les monts du Missouri, allant du nord du Texas jusqu'au sud du Dakota. Elle se caractérise par un climat continental modéré, par la présence de vents très violents amenant parfois à des tornades. Cela a influencé la végétation. Les arbres y sont très rares, ce sont les herbes aux racines noueuses et profondes, jusqu'à 1,50 m, qui y ont trouvé leur place, leur permettant de supporter la sécheresse fréquente dans cette zone semi-aride. C'est là que vivent les bisons, les coyotes et les chiens de prairie, ainsi que les Indiens d'Amérique, les Indiens des plaines. Jusqu'à l'arrivée des Européens au 19e, qui déciment les populations de bisons et parquent les natifs dans des réserves. Au début du 20e, une météo pluvieuse fait affluer les promoteurs. C'est le début d'un court âge d'or pour la culture du blé. Pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis se mobilisent pour nourrir l'Europe et les surfaces cultivées augmentent et continuent d'augmenter même après la guerre. C'est un Eldorado pour les populations migrantes pauvres, les Latinos, les Irlandais qui fuient les guerres de sécession et les Allemands des steppes russes, etc. De nouveaux engins agricoles, comme la charrue à sillon, arrivent et fonctionnent nuit et jour. L'engrenage de la croissance illimitée est lancé. Rien n'arrête la machine à labourer, à semer, récolter toujours plus, encore plus. Cela continue jusqu'à la fin des années 1920, jusqu'au crash boursier de 1929 et la Grande Dépression qui s'ensuit aux États-Unis. Les hangars regorgent de récoltes, mais hélas, aucun acheteur pour ce blé. Les années suivantes, le cours du blé chute vertigineusement. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Le 21 janvier 1932, l'apparition dans le ciel d'un nuage de poussière de 3000 mètres de hauteur et des vents atteignant 100 km/h plonge les Grandes Plaines dans l'obscurité et signe le début d'une longue série. L'année 1932 subit 14 tempêtes de poussière. L'année 1933 en voit 38. Et ce nombre ne cesse d'augmenter chaque année jusqu'à atteindre 110 en 1937. Les tempêtes sont de plus en plus soudaines, violentes, noires et dévastatrices. Elles laissent derrière elles des champs de poussière qui s'accumulent sur les récoltes, dans les potagers, dans les maisons.
Les récoltes sont perdues, la terre n'est plus qu'un tas compact, surmonté de poussière qu'on balaie. Petit à petit, la poussière s'amoncelle aussi dans les poumons, dans ceux du bétail et ceux des humains. On suffoque. Face à cette catastrophe, deux choix. Rester, en espérant que cela finisse par passer, ou s'exiler vers les côtes dans des conditions effroyables, comme le livre le fameux roman de Steinbeck, Les raisins de la colère. En 1934, le gouvernement Roosevelt, fraîchement élu, se mobilise pour venir en aide aux agriculteurs. Non seulement parce que l'état de crise y est plus fort que partout ailleurs aux États-Unis, mais aussi parce que les poussières transportées par les tempêtes commencent à arriver juste aux côtes. Tout le pays prend peur. C'est un changement radical qui s'opère. Des rangées d'arbres sont plantées par dizaines de milliers pour protéger les tempêtes. L'État rachète des terres pour les garder comme prairies permanentes ou paye des agriculteurs pour ne pas travailler leur sol. Le Soil Conservation Service va alors nommer l'agronome Howard Finnell pour enrayer l'érosion intense des sols des Grandes Plaines. Celui-ci va alors proposer plusieurs techniques plus respectueuses. La culture en terrasse, le labour dans le sens du relief, le recours à des charrues moins invasives, l'utilisation de différentes variétés, si ça vous dit quelque chose, tous ces principes. À la fin 1937, une différence nette de l'état des sols est observée entre les champs respectant les principes de Finnell et ceux qui ne le suivent pas. Le nombre de terrains dangereusement érodés a été divisé par 2. On commence doucement à se relever du cauchemar. Cependant, sans répit pour les agriculteurs, une invasion de criquets s'abat sur la région, dévorant tout sur son passage. On tente tout ce qui est possible. On noie les criquets dans du pétrole, on arrose les bords de route de strychnine. Après avoir été dégradée, la terre est désormais empoisonnée, et ce, de façon quasi irrémédiable. Comment se finit cette histoire ? On oublie vite les tempêtes d'hier quand la météo d'aujourd'hui est clémente, et on revient vite aux anciennes pratiques. Et surtout, on découvre l'aquifère d'Olalaga, une des plus grandes nappes d'eau souterraine dans laquelle on se met à puiser pour contrer le manque de pluie. Et une fois encore, le pompage se fait sans mesure ni restriction pendant toute la seconde moitié du XXe et jusqu'à aujourd'hui encore, pour des cultures gourmandes en eau comme le maïs, qui n'auraient pas lieu d'être dans cette zone aride. Les réserves se réduisent comme peau de chagrin. Plus de la moitié de l'eau a déjà été pompée et on estime qu'il n'y en a plus que pour 20 ans d'irrigation. La suite, on verra. Mais à croire que l'espèce humaine oublie bien trop vite les leçons du passé. Voilà pour le Dust Bowl. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la série en 4 épisodes sur Arte qui porte le nom de la poussière et des hommes, qui est disponible jusqu'à fin 2023. Voilà. Vous reprendrez bien un peu de science ? Magnifique, merci Manon, on voyage aujourd'hui, on voyage. Et bien maintenant on passe aux actualités de la Fondation. Et oui, Delphine, merci. Alors la conférence dont je vais vous parler là va se dérouler le vendredi 3, donc j'espère que vous n'avez rien de prévu. Vendredi 3 février, rendez-vous à 18h au cinéma Le Navire à Valence pour une conférence exceptionnelle donnée par Alain Prochiante. De quoi va-t-on parler ? De la singularité de l'animal humain. Quelle est cette espèce avec ce drôle de cerveau un peu plus gros que les autres ? C'est donc ce dont on va parler le vendredi 3. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, c'est toujours gratuit, c'est toujours au Navire et on vous attend nombreux. Donc à vos agendas toujours, à la fin du mois de février, le 28, au Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac à Valence, nous allons faire la projection du documentaire de Marie-Monique Robin, mais pas que, puisqu'il y aura aussi un débat avec Jean-Dominique Le Breton, que nous avons eu la chance d'avoir aussi en conférencier. C'était absolument exceptionnel. Donc le 28 février, tout ce beau monde se donne rendez-vous au Palais des Congrès. Réservation sur notre site, prix libre. Et enfin... À quelle heure, Mathilde ? Ah, mais oui, mais bien sûr, où avais-je la tête ? À 19h45. Merci Delphine. Rendez-vous sur notre site dans tous les cas pour toutes ces infos. Et ensuite, si vous avez envie de vous projeter un petit peu quand il fera meilleur, c'est-à-dire au mois de juin, je vous invite à bloquer le 7 juin, qui est un mercredi, dans votre agenda, toute la journée cette fois, pour les 10 ans de la Fondation. Donc on fêtera notre anniversaire dans un lieu particulier le 7 juin. Merci Mathilde. Et puis on parle un peu des appels à projets qu'on finance cette année ? Voilà, alors tous les ans, on finance des projets de recherche et fin 2022, on a sélectionné, à l'aide évidemment de notre conseil scientifique, 3 projets que nous allons financer sur la thématique des effets et conséquences des expositions précoces aux facteurs environnementaux. Donc ces 3 projets seront portés par 3 instituts différents, le CNRS, l'INSERM et l'INRAE. Donc je vais vous détailler 2 de ces projets.
Un des projets va concerner l'étude des effets de la pollution de l'air ambiant et des vagues de chaleur pendant l'exposition du fœtus pendant la grossesse, interaction et impact sur la croissance fœtale et les naissances prématurées. Donc on va utiliser des données en fait des hôpitaux et sur la mère et sur les enfants pour faire des études épidémiologiques sur ce sujet. Un autre projet concerne cette fois-ci l'étude de l'effet de l'exposition chronique à un nanopesticide commercial à base de cuivre, le Cocide 3000, de la vie in utero jusqu'à l'âge adulte sur le développement de troubles intestinaux et métaboliques. On verra ainsi le rôle du microbiote. Et voilà pour les appels à projet 2022. Merci Damien. Eh bien, merci à tous pour cette magnifique nouvelle édition de la parenthèse scientifique. On était très heureux de passer ce moment en votre compagnie. On remercie à nouveau Delphine Mathias d'avoir été avec nous aujourd'hui. On remercie énormément et chaleureusement Radio BLV, Karina et Juliette aux platines derrière. Et puis évidemment, toute l'équipe de la Fondation comme d'habitude. Ils sont merveilleux. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Et une très belle journée. journée pleine d'énergie et de beauté. Allez, c'est parti. Au revoir à tous. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore l'esprit du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.